Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 pour une nouvelle édition de Mon Ramadan à moi. Et aujourd'hui, Mon Ramadan à moi, c'est exporté dans le bureau de monsieur Rachid Lahlou, qui est le président fondateur du Secours Islamique France. Bonjour monsieur Lahlou. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux ici à Massy pour parler avec vous de votre Ramadan, de votre découverte avec le Ramadan. Alors, pour faire connaissance avec vous, pour nos auditeurs, vous êtes né à Fès au Maroc. Oui, d'abord, bienvenue dans vos locaux. Le Secours Merci. Islamique et votre organisation, c'est l'organisation de tous nos concitoyens français et d'ailleurs. Puisque notre action, elle est internationale. Alors moi, je suis bien sûr né dans la très belle ville de Fès, la vieille Médina, le 9 décembre 1953. C'est très vieux, au Maroc. Très bien. Alors, évidemment, je suppose qu'une enfance normale, tranquille, dans une ambiance très familiale. Est-ce que vous pouvez nous traduire un petit peu quels ont été vos sentiments à la découverte lorsque vous avez commencé à comprendre les saveurs, le parfum du Ramadan au Maroc? Alors, bien sûr que cela avait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que le Ramadan se faisait remarquer par tout ce qui se passait avant et pendant et après. Avant le Ramadan, il y a toute une agitation qu'on voit à la maison déjà, tout petit. Cette préparation, parce que bon, on n'avait pas tous les moyens d'aujourd'hui. Moi, j'appartiens à une famille très modeste de la vieille Médina de Fès. Et on s'agitait, pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous ces moyens, on n'avait pas de frigo par exemple, on n'avait pas de réfrigérateur. On préparait ce qu'on appelait le halwa et tout ça parce que ça sert à rompre le jeûne. Et on préparait ce qu'on appelait Sha'bana. Sha'bana, c'est cette fête qui nous marque, nous, jeunes, petits, qui est l'accueil du Ramadan. L'accueil du Ramadan se faisait en public, ça se voyait, ça se sentait, ça s'entendait. Et ça se faisait en famille. Alors, la veille du Ramadan, dernier jour, je me rappelais mon père, il me disait Sidna Ramadan va arriver, il faut aller l'accueillir. Moi, je pensais que c'était une personne toujours. Sidna Ramadan, pour moi, c'était une personne. Et, au cours de l'émission, je vous dirai comment le déroulement se fait, parce qu'à chaque fois, il me rappelait quelque chose. On va l'accueillir. Oui, il faut s'habiller. Donc, on s'habillait pour aller accueillir le Ramadan, et on montait sur les terrasses. Parce qu'à ce moment-là, le azan se faisait sans micro, se faisait dans les minarets. Donc on va observer après le coucher de soleil ce qui va se dire, parce que si c'est le Ramadan, donc il y a le nfar. Le nfar, c'est le grand instrument musical qui va authentifier que c'est le début du Ramadan. S'il n'y a pas ce signe-là, donc c'est pas le début du Ramadan. Donc on est sur les terrasses, en famille, on met la grande famille, c'est-à-dire les cousins, les cousines, etc., qui se réunissent. Il y a des bonbons, et surtout il y a ce qu'on appelle la harraqiyat, tous ces objets-là qui pétaient. C'était depuis rien du tout. C'est pas comme aujourd'hui. C'était pas un arsenal. C'était des petits trucs. On avait un petit pistolet. On mettait ce qu'on appelle le firshi, et ça tapait, mais ça, jamais quelqu'un ne s'est blessé avec ces petits moyens dans le temps. Mais pour nous, c'était énorme. On ne voyait ça qu'une fois dans l'année. C'était au moment de ce qu'on appelle Sha'bana. C'est pour fêter la fin du Sha'ban et l'arrivée du Ramadan. Et tout le monde avait sa tête vraiment vers surtout la minaret, parce qu'on n'était pas loin de la minaret de la Qarawiyyin, la première université du monde, le Qarawiyyin, où on essayait de voir est-ce qu'il y aura une tête ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est le regard de jeune enfant qui est en train de voir arriver le Ramadan. Et puis tout d'un coup, on entend les you-you, on entend vraiment l'accueil du Ramadan se faisait. Donc ça, c'est le côté festif, mais il y a le côté égal émotionnel. On regardait dans les regards de nos parents, ils s'apprêtaient à quelque chose de grandiose. L'arrivée du Ramadan, pour eux, c'est un élément, et ça se voyait, cette joie, je dirais, pas sur le côté physique, mais sur le côté spirituel. C'était quelque chose pour eux énorme, l'arrivée du Ramadan. On va le comprendre quand on sera grand, que le Ramadan a une place énorme dans le cœur d'un croyant. Mais nous, c'était des observations, c'est des couleurs, etc. Quand mon père me disait, allez, tu viens avec moi, on va sur le marché acheter des dattes. Les tables du Ramadan, à ce moment-là, étaient des tables modestes.
Ouais. Si vous permettez tout à l'heure, on en reviendra. C'est pas comme aujourd'hui. Le Ramadan n'était pas un moment de grande bouffe comme c'est aujourd'hui. Il y a des évolutions que moi j'ai vécues quand j'étais enfant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est vrai que là on est parmi tout ce que vous nous décrivez, cette ambiance très particulière, très traditionnelle. On est très loin aujourd'hui de ce que vous nous décrivez. Aujourd'hui on va plus vers les minarets, on attend l'annonce à la radio et puis finalement le Ramadan, bon, c'est un moment, j'allais pas dire comme les autres, mais c'est devenu un mois aussi où il y a beaucoup de business, où beaucoup de pays en profitent pour augmenter les prix, etc. C'est aussi un mois où il y a énormément de gâchis dans les familles. On fait beaucoup de nourriture et puis finalement on en jette quasiment le 3/4. Bah, on est vraiment très loin si on fait le parallèle avec ce que vous nous décrivez il y a quelques années. Aucune comparaison. Ouais. Aucune comparaison. Il est vrai que les dépenses, je peux dire qu'elles augmentent un petit peu, ou je suis même pas sûr. Ouais. Parce comme je dis, il n'y a pas de frigo, donc on achète la nourriture tous les jours. Bien sûr. Pour se nourrir. Et il y a certains produits qu'on va ramener à la maison qui vont servir tout le mois pour préparer le harira, le foul, je sais pas quoi, un petit peu de farine. Donc quelques courses qui vont servir toute l'année. Une petite boîte de tomates de conserve plus grande que d'habitude parce qu'on peut pas la laisser en dehors, surtout quand il fait chaud. Ça, parce que le Ramadan, on va en parler peut-être. Ça dépend de la période. Moi, je l'ai fait la première fois avec l'été. Avec la chaleur, c'est autre chose. Alors, un bon apprentissage, on va dire. Oui, c'est énorme, surtout le jour du bac. Je vais vous dire quelque chose, c'est quelque chose d'énorme. Mais la table, d'abord, nous, on mangeait 2 fois, pas 3 fois. Aujourd'hui, on dirait que les gens mangent plus pendant le Ramadan qu'en dehors du Ramadan. C'est ça. Ouais. Alors que nous, nos parents, quand ils nous ont appris que le Ramadan, c'est un moment où on doit se priver. C'est la culture dont on était éduqué, mon père, etc. Vous le dit, le Ramadan, c'est un moment. Il y a encore la divulgation et l'éducation de ces valeurs. Ouais. C'est un moment où on va sentir ce que sont le pauvre, etc. Il fallait voir. Donc la table, c'est le maghreb. On buvait un petit bol de halwa, peut-être 2, parce que moi j'aime beaucoup le halwa, je l'adore. Oui. Il y a des dates où le halwa, il n'y en a pas. Il n'y a rien de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Le halwa, avec ça, on attend un petit quart d'heure, le temps que ma mère et mes sœurs enlevaient tout ce qui est sur la table, c'est-à-dire tout ça. Et puis on va ramener un petit plat, on mange. Et puis on va faire la prière à la mosquée. Après ça, mon père rentre et il dort. C'est tout. Fès, dormez. Il y a quelques-uns, et ça quand on était jeunes, qui vont dans les cafés pour jouer les cartes, ou dans quelques maisons pour jouer les cartes jusqu'à Suhour. Mais ça, c'était pas la règle générale. C'était quelques jeunes qui faisaient ça. La règle générale, c'est que Fès dormait le soir après l'achat. Il y avait rien. Ça, c'est mon enfance. Après, les choses vont évoluer différemment. Ouais. Les gens ne sortaient pas dans les rues, même quand il fait chaud. Les gens vont dormir pour se lever avant Sobh. Parce que, alors là, j'ai l'anecdote. Ma mère, c'est la première qui se réveillait pour préparer Suhour. Suhour, c'était consistant. Et vous vous leviez aussi, vous, hein? Ah, bien sûr. Ouais. Donc, elle se levait 1 heure avant nous pour préparer, par exemple, le melaoui, ou pour préparer. Et ça lui prenait 1 heure. Parce que c'était sur le fakhar, je sais pas quoi, et donc ça prenait le temps. Mon père, il a son réveil, il faisait que réveiller ma mère, et puis il revient dormir. Parce que ça. Donc elle va se réveiller. Moi, je sentais les odeurs, alors que j'avais 7-8 ans, je sentais les odeurs, je me levais naturellement, alors qu'il voulait pas me réveiller. Ouais. Mais de bon père, jamais il va me dire, va te coucher, c'est pas toi. Non. Il était très agréable, il me dit, tu veux rester avec nous, tu restes. Mais Suhour, il était consistant parce qu'il fallait résister toute une journée. Bien sûr. Mais on va pas s'endormir après. Ouais. Mon père va sortir, va faire la prière à la mosquée, il va revenir 1 heure après. Donc ça permet de digérer. Donc il y a toute une éducation culinaire et je dirais même d'hygiène de vie. Ouais. On ne dort pas juste après. On mange un petit peu, on va faire la prière de maghrib, l'isha et tarawih, on revient, on s'endort et on se réveille. Et donc c'était quelque chose d'agréable. Ben, nous, Suhour, c'était un moment festif. On va manger, tout ce que vous voulez, mais c'était consistant Suhour parce qu'on se réveillait. Ouais. Tout le monde se réveillait dans la maison pour faire Suhour. Alors que les gens aujourd'hui, je suis désolé, ils veillent jusqu'à 3 heures du matin, ils vont s'endormir juste après.
jusqu'à minuit. Non, les gens, le lendemain, tout le monde, à 9h, se trouvait dans leur boutique en train de travailler naturellement, normalement, parce qu'ils ont dormi, et ils se sont couchés la nuit. Comme vous disiez, c'est une hygiène de vie aussi qu'il faut adopter pendant le mois de Ramadan. C'est ça le Ramadan. Alors, dites-nous un petit peu, justement, racontez-nous un petit peu votre approche avec le Ramadan. Est-ce que vous avez fait quelques exercices auparavant avant de le faire entièrement, et à quel âge avez-vous commencé à faire vos premiers jours de jeûne? Nos premiers jours étaient, je me rappelle plus, mais c'était entre 10 ans, 12 ans, parce que les parents c'était une volonté personnelle ou alors c'était c'était guidé par festif, votre papa? Non, il y a rien n'est obligatoire. Ouais. Nous n'avons pas une éducation d'obligé, Ouais. d'obligation. Mon père, c'était certainement le jour du 27 du Ramadan. C'était là aussi, c'était un jour qui marquait. D'abord, les anecdotes. Nous, mon père, le 15 du Ramadan, la veille du 15 du Ramadan, il va venir nous dire, ah, Sidna Ramadan, on va maintenant dans la Karawine avec l'Adoul pour lui passer, signer le départ de la moitié du mois. Ouais. Je dis, le Karawine, ils vont passer, parce que pour moi, c'était toujours le bonhomme vieux avec des cheveux. C'est comme le Père Noël. Mais, il dit, ah oui, non, mais c'est, après, 10 jours avant son départ, avant la fin du Ramadan, il dit, ah, Sidna Ramadan, il est malade, hein. Ça fait un beau temps qu'il n'est pas sorti. Il est en train, ah bon? Ah oui, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant de mourir. Ouais. Ah, moi, je pensais qu'il allait mourir. 3 jours avant la fin, il dit, ah, il est en train de mourir. On est en train de vivre. Et moi, c'était cette impression de ses départs. C'est grandiose, le Ramadan. Ouais. Il faut pas oublier que le Sha'ban, il y a des moments de préparation pour le Ramadan. Par exemple, hier, qui était la moitié du Sha'ban, la plupart des gens à Fès jeûnaient cette journée-là de la moitié du Sha'ban. Les gens se préparaient pour histoire de s'entraîner, quoi. De s'entraîner. Ouais. C'est toute une préparation. Rajab, quand on annonce le mois de Rajab, c'est-à-dire 2 mois avant Ramadan, on est déjà en train de vivre, c'est-à-dire les odeurs qui vont arriver. Le Ramadan, et après la fin du Ramadan, et puis certains chez les soufis, ça se pleure la fin du Ramadan, parce que le Ramadan c'est un cadeau, c'est un privilège de pouvoir adorer Dieu pendant le mois de Ramadan, etc. Et nos parents, ils nous obligeaient jamais d'aller dans la mosquée et de faire des tarawih malgré nous. Non. Mais ils nous font sentir ça quand on sort. Alors, c'est ça pour dire le 27 du Ramadan. Ça marque l'esprit de tous les jeunes. Les filles, oui. Les filles sont habillées en caftan, les petites filles. Ouais. On va leur faire de henna. Surtout, on va leur demander si vous jeûnez. Donc, et ça se fêtait. Il y a des cadeaux. On recevait des cadeaux parce qu'on a jeûné ce jour-là. Qui est de notre enfance qui ne veut pas jeûner le jour du Ramadan pour s'habiller, pour avoir des cadeaux? Ouais. C'était pas une contrainte. Et parfois, qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, mais si tu n'arrives pas, on va te le coudre. Parce que quand il voit à midi qu'on était construit, on dit non, tu peux manger, il n'y a pas de problème, on va te coudre le mois. Nous, on croyait que la journée se cousait. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu jeûnes. Il te dit, oui, t'as ton jeu, tu es jeûneur. Seulement, t'as cousu un petit peu la journée, c'est tout. Ouais. Alors, et ça, c'est une manière vraiment de faciliter la chose à la personne. Il y a pas de répression, il n'y a pas de réprimande. On n'est pas en train de crier, de faire ça. Non. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'était, et dans la rue, on sentait les odeurs, on voyait la sérénité des gens. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de ça. Les gens se respectaient. Le partage. Il faut voir le Maghreb, toujours. Il y a certains pauvres qui passaient, qui frappaient dans les maisons, et les gens ne leur donnent pas ce qui restait. Et c'est pour ça qu'on appelle le qadra dial al-miskin. Le qadra al-miskin, il avait un récipient qui était en terre cuite, c'est l'enfance, et il passait dans les maisons. Et les maisons, les gens vont donner, t'as sopa, t'as le harira, elle est avec des pois chiches, l'autre elle est avec je sais pas quoi. Et lui, il mettait tout ça, et ça s'appelle qadra, parce que c'est un mélange de harira. Ouais. Et je me rappelais, par exemple, en plein Médina, Allah yarhamou, un certain Zouti, il préparait une marmite, je sais pas, pour 1000 personnes, et les gens venaient anonymement, c'est-à-dire des gens modestes, c'est pas ostentatoire. Il frappait dans la porte, et tous les jours, et il va leur donner les harira anonymement, ils vont prendre une marmite pour manger chez eux. Le partage était de rigueur. Tu vas chez ce commerçant de halwa, il reconnaît par le visage le pauvre, il va lui donner, avant de vendre, il va lui donner un demi-kilo pour qu'il puisse. Mais la générosité, elle était la règle. Le partage, il était la règle. Les gens ne comptaient pas. Ils pensaient toujours à celui qui n'a rien. Ouais. C'est a priori, c'est pas a posteriori.
Et c'était naturel. Et tu invites les gens chez toi, les familles se rencontrent, ils venaient, ils partagent. Vraiment, on vivait ce mois-là comme il fallait. Moi, je pense que j'ai vécu, franchement, les meilleurs ramadans avec peu de choses, mais quand on était jeune. On n'avait pas tout ce modernisme, mais on vivait le ramadan. Vraiment. Je vois l'anecdote, bon, parce qu'après, quand on est devenu étudiant, on va veiller, chez nos amis. Et les blagues, je peux vous dire, une fois, ils m'ont laissé sans soir parce que je m'endormais. Moi, je peux pas veiller la nuit. Et quand je me suis endormi alors que j'étais chez eux, ils m'ont pas réveillé pour ça. Ils ont transformé l'heure, et quand je me suis réveillé, ils me disent ah oui, mais on a déjà fait ça, alors que c'était pas vrai. Et donc moi je sortais, et il y a l'adhan, ils m'ont eu. C'est des petits trucs comme ça qu'on vivait, mais agréable. Il y a pas. Ouais. Je rappelle que nous sommes avec Rachid Lahlou, qui est le président fondateur du Secours Islamique France. On va parler en deuxième partie de cette émission justement plus de l'aspect humanitaire et de ce qui vous a emmené à l'humanitaire. Mais là, on est dans l'adolescence. Quel âge pour le premier vrai ramadan complet? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Je sais pas si je l'ai fait complètement, mais 14 ans, j'aurais dû le faire complètement, comme on te dit, parce qu'il y a des signes de puberté qui apparaissaient. Ouais. Et donc, je devais. Mais bon, il faisait tellement chaud que je sais pas si j'ai fait tout, que Dieu me pardonne, mais c'était jeune, j'étais irresponsable. Est-ce qu'à 14 ans, est-ce qu'on comprend un petit peu les bienfaits et ce pourquoi on fait le ramadan? Ça dépend. Est-ce qu'il y avait une éducation, je veux dire, au préalable? Je peux dire, même à cette période-là, à mon sens, l'éducation n'était pas complète. On ne savait pas vraiment complètement. Pourquoi on faisait ramadan? Pourquoi on jeûnait? Non, parce que je pense que... alors qu'est-ce qu'on se dit dans la tête d'un adolescent, se priver de manger pendant 30 jours, enfin, pendant 30 jours, c'est adopter un régime particulier, un mode de vie particulier. Comment on analyse ça à 14 ans? De toute façon, à 14 ans, je pense qu'on a des graines de croyants. Donc pour nous, le ramadan, c'est une obligation. Ouais. On le faisait. On cherche pas plus. On ne cherche pas plus, mais on n'était pas, on n'était ni révoltés, ni parce que personne ne peut savoir si vous avez fait le ramadan ou pas. Ouais, bien sûr. Vous êtes dans la discrétion totale. Vous pouvez vous cacher. Il y a des enfants qui se cachent ou des jeunes qui ne croyaient pas. Moi, dans mes études au terminal, maintenant on en parle beaucoup, mais ça existait toujours. Seulement les gens étaient plus discrets. Il veut pas faire le ramadan, c'est son problème. Je vais pas chercher pourquoi. Question de respect, de pas s'afficher. Question de respect. Moi, j'avais des professeurs français parce que dans tout mon cursus scolaire, je n'avais que des professeurs français, vous savez, scolaire. Et ces gens-là, jamais ils ne mangeaient devant nous, jamais ils ne fumaient devant nous. Ouais. Il y avait un sens de respect dans la société. Il y a la majorité, c'est-à-dire que chacun est respecté. La question des adorations, c'est quelque chose de personnel. On n'a pas besoin de les montrer pour aujourd'hui dire qu'on jeûne ou on fait la prière. Et donc, le respect, c'est qu'on a une société qui fait comme ça. C'est ce qu'on doit faire, même en France. Nous, en tant que musulmans de France qui vivent dans une société, on doit ce respect à la société. La discrétion est quelque chose qui est parmi les principes et les valeurs de l'islam. Ouais. Le respect. Ouais. Et donc, le respect de l'autre, c'est qu'on ne transgresse pas. Tu vas pas, alors qu'il est en train de souffrir, il a faim surtout, il a soif l'été, on avait la bouche séchée, on avalait la salive tellement, moi je trempais ma tête dans la fontaine de la Karaouine à 14h tellement c'était chaud, donc on attendait, et tu viens boire devant moi. Je trouve que c'est une transgression dans une société qui vit un mois ramadan, la majorité des gens. On croit à la démocratie, hein. La majorité des gens, même aujourd'hui, dans les pays musulmans, jeûnent, majorité écrasante. Ouais. Ils le font par respect, ils le font par croyance. Moi, je ne rentre pas dans la foi des gens. On n'a pas le droit de s'émincer dans le personnel de la personne. Mais il y a un respect de la société. C'est ce qui est demandé. Donc, moi, avec mes copains, quand j'étais en terminale, donc, l'adolescence est partie. Bon, je me rappelle, une fois à 14 ans, j'avais faim, j'ai mangé des dattes. Une fois. Il y a prescription, hein, c'est bon. Non, mais moi, de toute façon, c'est le juste, c'est Dieu. Ouais. Heureusement, c'est pas les êtres humains, parce qu'il est beaucoup plus indulgent que les êtres humains. Monsieur Lahlou, à quel âge vous avez vous avez compris la dimension spirituelle du Ramadan, à peu près, hein? Quand je suis arrivé en France. Ah oui. Ouais. D'accord. C'était alors donc vers quel âge? L'âge 23 ans. Ah oui, donc c'est assez tard alors. C'est assez tard.
On va quitter le une autre Maroc, émission. Monsieur Lahlou, pour la deuxième partie. On va parler de votre arrivée en France, puis après, évidemment, on va arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire le président fondateur du Secours Islamique France, qui est une organisation humanitaire reconnue de tous nos auditeurs, qui connaissent évidemment le Secours Islamique, qui ne connaît pas le Secours Islamique. On va en reparler dans cette deuxième partie. C'est le Ramadan de Rachid Lahlou, le président fondateur du Secours Islamique, aujourd'hui sur France Maghreb et France Maghreb 2. Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Nous sommes de retour sur France Maghreb 2 et toujours installés confortablement, je dois dire, dans le bureau de Monsieur Lahlou, le président fondateur du Secours Vous le Islamique. valez bien. Merci beaucoup. Donc on a évoqué en première partie toute la partie de l'enfance du côté de Fès au Maroc. Vous avez qualifié de rose, d'agréable, d'inoubliable. Entre autres, bien sûr, vous avez parlé de cette anecdote avec le bac. Vous avez passé le bac en jeûnant. Donc ce Ramadan qui avait une saveur importante, bien sûr, on l'a compris. On va parler maintenant de votre arrivée en France. C'est aux alentours de 23 ans, vous nous avez confié juste avant en première partie. Pourquoi d'abord avez-vous décidé de partir en France? Comment ça s'est fait? Alors, je voulais venir en France parce que mes amis sont partis, parce que j'appartenais au mouvement scout du Fès et on était un groupe des familles qui étaient dans ce mouvement. Et mes amis qui ont eu le bac avant moi sont venus dans une ville qui s'appelle Nancy. Ouais. Et donc, question de copains, j'ai suivi mes copains. Pour ça change, le climat, le décor, rien à voir. Hein. Alors, je vous dirai un petit mot. Et donc, j'ai suivi mes amis pour les retrouver un petit peu. Bon, voilà, c'était un petit peu ça. Et vos parents, alors justement, quelle a été leur réaction quand vous avez décidé de partir? Ouais. Ma mère, elle en pleure toujours, jusqu'à présent aujourd'hui. Parce que c'est une déchirure pour elle. C'est-à-dire que moi j'ai vécu, j'ai un frère et quatre sœurs, donc je suis au milieu de la troupe et j'étais élevé avec les filles. J'adore. Ouais. Donc je suis pas une fille manquée, mais je suis plutôt quelqu'un qui a pu avoir la chance de vivre avec des filles avec leur tempérament sympathique, pas toujours, mais bon. Ouais. Faut pas dire du mal maintenant. Mais bon. Alors que donc vous êtes arrivé en France, c'était la première fois que vous mettez les pieds dans un pays étranger? C'était la première fois que je mettais les pieds dans. Alors quelle a été, alors je suppose que vous avez gardé quand même une certaine impression lorsque vous avez quitté Fès avec un certain déchirement, je pense. Et lorsque vous êtes arrivé ici à Nancy en France, quelle a été la première réaction? Qu'est-ce que je fais là, non? Je suis parti, ils m'ont laissé, parce que j'ai pris le train. Ouais. C'était le moyen de transport pour des populations comme la mienne. L'avion était c'était à la portée que d'une poignée de personnes, c'était impossible. Donc vous avez pris le train jusqu'en Espagne? Jusqu'à Tanger, et donc ils m'ont quitté septembre, c'était encore l'été, c'était encore les vacances. Ouais. Quand j'ai quitté Fès, parce que les études à Fès reprenaient le mois d'octobre. Ouais. Il faisait chaud, des bruits, comme vous l'imaginez, on est méditerranéen, et donc il y a des bruits, la chaleur des êtres humains, les pleurs, les larmes. Et je suis parti, et tout d'un coup, je sens la solitude dans le train, parce que on est tout seul. Bon, j'étais un jeune homme, juste après le bac. J'arrive à Tanger, je vois les foules. C'est comme ça. Donc déjà, je commence à être marqué par la foule des étrangers. Ouais. Alors qu'au départ, on vivait chez nous. Ouais. Et donc, c'était en majorité des ouvriers, des gens qui vont travailler. J'étais super chargé avec un sac à dos des militaires et 2 trucs à la main parce que ma mère m'a surchargé de relais, de gâteaux, etc. Ouais. Vous imaginez. Et c'était difficilement transportable. Je pesais, pour vous dire, à ce moment-là, 54 kilos. Ouais. D'accord. Il y a une photo qui 54 kilos, donc j'étais pas un colosse. J'étais bon, voilà. Et donc j'attendais qu'avec tout le monde, est-ce que vous avez de l'argent, tout ce passage de la douane, un petit peu pénible. Il était pénible, il est moins aujourd'hui. Et puis le bateau. Je sais pas, dans le bateau, je me rappelais parce que j'avais vomi, ça remuait dans tous les sens. La première fois que vous preniez le bateau? Ah oui, ouais. Moi je suis un terrien, toujours les pieds sur la terre. Et donc j'arrive à Algeciras, tout le monde courait. Ouais. Pourquoi, je ne savais pas, mais il fallait courir. La foule courait pour prendre un bus qui va nous ramener à la gare. D'accord. La gare pour prendre le train. Il y avait une erreur, je me suis trompé parce que j'étais avec un copain. Alors normalement, on devait
traverser Madrid, parce on doit changer de train à Madrid. Vous savez, je comprends pas l'espagnol, pour vous dire. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Et donc, partir jusqu'à Hendaye, et puis Hendaye, Paris. Donc, c'est un train qu'on doit changer, puis le train direct jusqu'à Paris. On change de gare pour partir à Nancy. Je trace le chemin. Sauf que pour moi, la première fois, mon copain qui était avec moi partit à Aix-en-Provence. D'accord, ouais. Pas dans le même sens. Pas dans le même sens. Moi, au lieu de partir vers ça, je suis parti par Barcelone. Et donc, à la fin, il fallait changer. Et ben, j'ai pris 3 jours pour arriver à Nancy. 3 jours. La chose qui va me marquer, donc, entre la chaleur, c'était la nuit, je sais pas dans quelle gare, Reims, je me rappelle plus, 3 heures du matin, je dormais pas. Le sac à dos, donc tout ça. Et je savais pas quel train je dois prendre pour Nancy. J'ai vu un bonhomme qui a l'air d'être un contrôleur ou un aiguilleur, je sais pas quoi qu'on appelle, de la gare. Je lui pose la question, quel train je dois prendre pour Nancy? Il n'a pas prononcé un mot, il faisait très froid, il y avait de la pluie. Ouais. J'étais en short, car c'est tout ce que j'avais, je suis ramé. Bon. Et donc il m'a montré de sa main le tableau. Donc il m'a rien dit. J'ai chanté la froideur de la température, la froideur humaine, c'était le premier choc. Ouais. Un vrai choc, un vrai. Bon, avant ça, je suis arrivé à la douane. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Ah, la douane. Oui. Ouais, la fameuse douane. La fameuse douane. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, celle-là? La fameuse douane. Bon, vous savez, je suis sorti, j'ai eu mon bac. J'avais pas encore il y avait pas de préinscription, parce que j'avais pas fait de préinscription encore. Et donc, j'avais un petit bout, le tiers d'un petit bout de papier comme ça, qui était l'attestation de bac tapé sur une machine à écrire. C'était en 76. Ouais. Et c'était marqué que j'ai eu mon bac. Donc, le douanier dit, les Mohamed, venez par là. Comme ça. Hein, ils étaient debout dans son truc. La douane française. Ah oui, en français. Ouais. Les Mohamed. Les Mohamed. Ouais. Parce qu'on n'était que des étrangers. Ouais. Il n'y avait pas de Français. Les Mohamed venaient par là. Et donc, on faisait la queue, ça bousculait partout, etc. Oui, vous allez où? Je dis, je vais à Nancy. Pourquoi faire? Je vais m'inscrire pour étudier. T'as un papier? C'était... Oui, mais... Et j'ai sorti mon petit bout de papier du bac. Et il m'a dit, allez, passez. Bon, on avait le droit, il n'y avait pas de visa, on avait le droit en tant qu'étudiant, parce qu'on avait instauré que les gens on a arrêté les contrats, les gens à partir de 75 ne pouvaient plus rentrer en France sans qu'il y ait un contrat ou quelque chose qui justifiait ça. Ouais. C'était pas un visa, mais il fallait, tu es touriste, tu es quelque chose. Donc, avec mon petit papier, je suis passé. Donc, ça m'a permis de partir à Nancy. Donc, à l'arrivée à Nancy, alors, dites-nous, après 3 jours de galère, hein, quand même. Je suis arrivé vers 13h, je pense, c'était le jour du repas. Donc, j'avais une adresse qui était la résidence universitaire de Sorib. Accueilli par des copains, non? Qui étaient déjà là? Par des copains. On était affamés. Ouais. On n'avait pas mangé depuis un certain temps. Donc, ils nous ont dit, bon, voilà, un ticket, allez-y. C'était un bon. D'abord, on a souri quand on avait vu nos copains. Hein. Tu imagines ça, tu vois? Ouais. Hein? Depuis 3 jours, on n'a rien vu. On a vu que des sourires. Que des sourires, des bienvenus partout qui s'affichaient. Rachid Lalou, bienvenue chez toi. Et donc, tout d'un coup, je rencontre mes copains. Ils m'ont dit, va manger. D'abord, ils m'ont donné un ticket. Je sais pas si j'ai pas mangé du porc parce que je faisais pas la différence entre la viande. C'était le plat que j'avais. Ouais. J'avais faim. Je savais pas qu'il fallait poser la question, est-ce que c'est du porc ou du bœuf? Je pensais que j'étais encore au Maroc. J'ai mangé ce qu'il y avait. Aujourd'hui, je peux pas vous attester ce que j'avais mangé, mais l'essentiel, j'ai mangé. Ouais, donc je suis sorti. Déjà c'était pas mal et j'étais accueilli. Bon. Alors le problème qui s'est posé, c'est que j'ai pas pu m'inscrire. Ah. Parce qu'il y avait des grèves et les résultats ont été retardés. Ils avaient refusé de m'inscrire. Je dis pourquoi? Ils me disent il y a des retards, tu n'as pas de préinscription. Je dis mais j'ai eu un bac, etc. Voilà, etc. C'est valable. Entre l'académie, j'ai oublié de vous dire que j'avais pris un billet qui s'appelle comment il s'appelle ça? Interrail. Ouais. Ça durait 1 mois. D'accord. Moi, j'étais un paumé, donc 1 mois, ça me rassurait de faire le tour de l'Europe et de revenir chez moi gratuitement. Et au bout d'1 mois, je commençais à m'inquiéter parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de sous. Il fallait s'inscrire pour avoir la bourse. Je parlerai la bourse misérable qu'on avait. L'essentiel, il fallait s'inscrire. Donc, je suis rentré chez le doyen, il me dit, vous voulez imposer? Je suis parti dans l'académie, il me restait 1 semaine, j'ai dit à mes copains, je veux partir au Maroc, retourner chez moi. Ils disent pourquoi? Il dit, je peux pas m'inscrire, parce que le doyen m'a dit, rentre dans dans l'hémicycle, suis les cours et puis après on verra. Ouais. Alors, j'avais peur. Si je perds mon billet, comment je vais revenir chez moi? Ouais. J'avais rien, j'avais aucun. Donc je suis retourné et j'avais un cousin, Allah yarhamou, il était avocat à Paris. Il est mort à Paris, c'était un grand avocat, je me rappelle, il était venu en 64, je suis allé le voir parce que je pensais que c'était comme le Maroc. J'ai débarqué à Paris, c'était beau, Paris, donc.
l'impression. J'ai mangé à la cité universitaire internationale Ouais. à ce moment-là. Et je suis allé voir dans ce cabinet. Il me dit, c'est quoi le problème? Je dis, bah voilà, ils m'ont dit que je vais passer. Est-ce que vous pouvez pas m'inscrire ou faire quelque chose, etc. Il me dit, moi, je suis pas le ministère de l'Éducation nationale. C'est pas ici, c'est pas le Maroc. Ah bon? Bah, d'accord. J'ai essayé de m'inscrire en architecture, en médecine. Non, en médecine, je pouvais. Mais j'ai pas voulu. Je regrette d'ailleurs. J'aurais pu être médecin. Dans n'importe quoi pour rester à Nancy parce qu'on ne pouvait pas m'inscrire. L'architecture, ils m'ont dit c'est trop tard. Tout le monde me dit trop tard, sauf la médecine. Donc je suis reparti chez moi, Au Maroc. au Maroc. Ah, vous êtes reparti. Ah oui, la première année, je suis reparti. D'accord. Ouais. Je suis reparti parce que je ne pouvais pas m'inscrire. Donc 3 jours encore de galère. Ouais, voilà. Ah. Donc, de la galère. Non, c'était 2 jours cette fois-ci. Ah, Je c'était suis plus rentré, vite. mon père, qui a Dans le bon regretté sens mon du mot, là. départ, me venant me répartir. Il dit, pourquoi tu es revenu? Ah ouais. Ah, il était en colère. Ouais. Il était en colère parce que je suis parti, il est en colère parce que je suis revenu. Ouais. Bah, je dis, je ne me suis pas mis m'inscrire. Mais lui, inscrit ou pas inscrit, tout ça, il ne comprend pas. Ouais. C'est pourquoi il me dit, oustad, professeur, parce que j'ai eu mon bac. Et donc, bon, je suis revenu. Pourquoi vous êtes revenu? Parce que voilà, etc. Je me suis inscrit au Maroc. Et puis bon. Mais je suppose que la maman a dû être heureuse. Oui et non. Ouais. J'ai épuisé les économies. Alors parlez-nous maintenant, parce que le temps passe vite et qu'on a beaucoup de choses à évoquer avec vous, Monsieur Lahlou, de votre premier Ramadan, loin de la famille et en France. C'était à quelle période à peu près? Le premier Ramadan, loin de la famille, c'était pas cette année, c'était pas en France, c'était au Maroc, parce que juste après les examens, je rentre au Maroc. Les vacances se passaient au Maroc. Ouais. Je passais 2 mois et demi au Maroc de vacances. D'accord. Non, mais après c'était devenu seulement 1 mois parce que je travaillais Ouais. l'été. Mais la première année, je repassais le Ramadan au Maroc. Ouais. Non, parlez-nous vraiment du Ramadan, le premier que vous avez fait entièrement ou presque en France. Non, mais il se faisait entièrement, je peux vous garantir, Ouais. pas de souci. Hein. Mais parfois, se passait la moitié au Maroc, la moitié en France. Ça Voilà, dépend, c'est pour ça que je dis ça presque. bougeait. Ouais. Alors, le premier qui m'avait marqué, je dirais, c'est à Paris, quand je suis venu faire des études supérieures, c'est-à-dire quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai atterri à Paris en 82. Ouais. Et en 82, j'ai passé tout le mois en France. C'était le mois de juillet. D'accord. Donc quand même, c'est assez chaud. Oh, ben, c'était pas possible. C'était le Maghreb à 10h du soir. Ouais. Pour la première fois que je voyais un. Et nous, on faisait. En ce moment-là, il y avait un horaire bizarre qui n'est pas l'horaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Maghreb, c'était à 10h et quelques. L'Isha, c'était à minuit. Ouais. Sahur, c'était à 2h. Tu n'as même pas terminé de déterminer Ah ouais. qu'il fallait se réveiller pour faire Sahur. Ouais. Et moi, je ne mangeais pas du tout. Je pouvais pas parce qu'il faisait chaud. Donc, je mangeais peu le Maghreb. Je n'arrivais pas à manger Sahur. Parce qu'il faut un temps, c'était un peu difficile de faire le Ramadan. C'était extrêmement difficile pour moi. Je mangeais pratiquement pas beaucoup. Ouais. Alors, ce qui est particulier peut-être pour le premier Ramadan qui a dû vous marquer aussi, c'est qu'il n'y avait pas cette odeur du Ramadan, il n'y avait rien. Alors là, il faut oublier tout ça. Ouais. C'est terminé. On les est très odeurs. très loin de On est très loin. Fès. Même si j'étais à Antony, on était quelques étudiants Ouais. qui laissaient sortir les odeurs de leur marmite. Mais ça ne faisait pas les souks. Les mosquées marchés, n'étaient pas tout aussi ça. présentes Et les rues qu'aujourd'hui. de la ville de Fès où les odeurs se conjuguaient. C'est des belles odeurs, la belle cuisine facile. Non. Mais Et comment puis à vous Barbès, saviez que c'était le premier jour du Ramadan, les heures de prière, comment ça se passait? On faisait le Ramadan avec le Maroc. J'étais marocain. D'accord, ouais. Donc on avait des relations avec la famille, ils nous disaient demain c'est le Par Ramadan. téléphone, ils disent demain c'est le Ramadan. On faisait Ouais. le Ramadan. D'accord. Il y avait Chacun pas de... faisait. Les Algériens faisaient avec l'Algérie, les Ouais. Marocains faisaient avec les Marocs, les Turcs faisaient avec les Turcs. Je peux vous dire qu'à partir de 82, 83, que commence à s'organiser l'embryon de l'islam de France. Donc on voyait la tendance de faire le jeûne avec l'Arabie Saoudite, qui est devenue la première référence qui peut réunir des communautés d'origines différentes, qui se réunissaient à la mosquée de Paris ou qui se réunissaient avant. Et donc c'est le début de choses, parce qu'il y a de plus en plus de salles de prière qui commençaient à émerger, plus, etc. Et donc les choses ont commencé. Il y a la première tendance de faire le Ramadan avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite c'est la Mecque, etc., etc. Est-ce que vous avez mis les pieds à la mosquée de Paris? Bien sûr, Ouais. plusieurs fois. Belle mosquée. Très belle mosquée. Ouais. Mon grand-père, alors les anecdotes, vous en aurez. Mon grand-père, c'est lui qui a fait la charpente de la mosquée de Paris. D'accord. Ouais, parce que c'était
le menuisier, le charpentier de la ville de Fès, qui a construit plusieurs quartiers dans plusieurs villes. Donc c'est symbolique cet endroit pour vous. Ah ben, écoute, largement. On va parler maintenant un peu plus, on va quitter un petit peu votre enfance et merci en tout cas de vous être confié à notre micro, de nous avoir confié quelques anecdotes sur votre enfance passée à Fès, puis votre arrivée en France du côté de Nancy. Ce fut très très sympathique, on a un petit peu voyagé avec vous dans votre parcours. Alors qu'est-ce qui vous a emmené, monsieur Lahlou, à l'humanitaire? Pourquoi l'humanitaire? Pourquoi l'humanitaire? C'est une rencontre. D'abord, il faut pas oublier une chose, c'est que moi, j'étais bercé dans la générosité et le partage. Quand j'ai parlé de mon grand-père, il a fait des waqf pour les pauvres. Jusqu'à présent, ça bénéficie aux pauvres. C'est une distribution de nourriture qui est déduite qui vient des loyers que mon père percevait de ses biens. Ouais. Mon grand-père, faisait du négoce, donc il avait des richesses et il avait légué des choses pour les pauvres. Ouais. Moi, je me rappelle, mon père, tous les jeudis, il distribuait de la nourriture. Dans son magasin, les gens venaient. Donc, c'est une éducation que j'ai vue. La question du waqf, etc. Si on en parlait de ça, je peux vous raconter des dizaines de choses que faisaient les gens avec le waqf. C'est quelque chose pour les animaux, pour la nature, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc déjà, et quand je suis jeune étudiant ici, quand j'étais étudiant, il est vrai que j'ai participé modestement dans la construction de l'islam de France. Et parmi les éléments de l'islam de France, la solidarité avec les causes qui étaient dans le temps quelque chose de glorieux pour tout citoyen français. Par exemple, la guerre de l'Afghanistan, les moudjahidines, quelque chose de vénéré dans le temps. Et donc, tout le monde aidait les moudjahidines pour chasser les Russes qui ont envahi la Russie. Donc, voilà, solidarité avec les territoires palestiniens, etc. et les crises. Donc, c'était naturel. Puis, c'était une rencontre de circonstances. Moi, j'étais enseignant, j'étais hyper content d'avoir autant de vacances dans l'année pour pouvoir aller dans rendre visite à mes parents, à cette belle ville, comme je vous ai raconté, à tout le Maroc, le nord du Maroc, que j'adore également, parce qu'il y a des plages merveilleuses. Et donc, naturellement, j'avais cette fibre-là. Mais j'étais loin. Et quelqu'un m'a téléphoné chez moi, un monsieur qui s'appelle Hanil Benna. J'étais chez moi, il m'a dit « Allô, je ne le connaissais pas, bonjour. » Salam alaikum plutôt, c'était pas bonjour. Et il me disait, est-ce que je peux venir vous voir? Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que on m'a conseillé de vous rencontrer, on veut ouvrir une section du Secours islamique, qui était une organisation britannique, en France. Je lui dis, tout simplement, plaquage de rugbyman, ça m'intéresse pas. Ouais. Ça m'intéresse pas parce que j'étais un frustré du travail, parfois hasardeux de certaines associations musulmanes en France. Je suis un gestionnaire, donc j'avais une rigueur, tout ça. Je dis, ça m'intéresse pas, merci, au revoir. Il est revenu quelques mois après, parce qu'il est revenu vers les gens qui m'ont conseillé, il dit, il faut insister. J'ai su après la personne qui était derrière ça, et donc il est mort, c'est mon professeur, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'est un Libanais, qui a marqué ma vie. Qui m'a marqué ma vie, qui m'a donné le vrai sens, cet islam glorieux que j'essaye de faire, qu'on essaye de faire au Secours islamique, ce sens ouvert sur la société, sur l'univers. C'était le vrai visage de l'islam tout court, sans aller lui donner des adjectifs qualificatifs, qui vit dans sa société, qui vit dans son monde, qui vit avec le monde, qui vit avec les autres, qui n'est pas en guerre, qui est en paix avec tout le monde, avec l'humanité, qui est le sens du salam. Ouais. La paix. Et donc, c'est lui qui lui a dit, va voir Rachid. Et je suis revenu voir, il dit, pourquoi vous lui avez conseillé? Il dit, Toukla Allah. Et moi, je le respectais tellement que je n'ai pas hésité la deuxième fois. Parce qu'il est venu à Jaz, je vais venir. Il est venu me voir, ma femme était enceinte de ma fille, ma Shaima, qui a l'âge du Secours islamique d'ailleurs. Et qui, oui, parce qu'elle était enceinte de cette fille-là. Il a dit, ouais. Quelle année la création du Secours islamique France? C'était en 91. D'accord. Qu'est-ce qui a fait justement que le Secours islamique France ait pris un virage? D'abord, les 10 premières années, c'était des années très difficiles. Ouais. Extrêmement difficiles. Parce qu'il y avait les événements d'Algérie, les attentats de Paris. Ouais. Et malheureusement, parfois, certaines presses ne font absolument pas leur travail comme il faut, de manière objective. Et
il faisait le parallèle. On avait la malchance d'avoir un nom qui ressemblait à l'organisation saoudienne qui s'appelle Islamic Relief, organisation internationale. Ouais. Parce que cette organisation qui a travaillé pour l'Afghanistan, qui est pratiquement une organisation étatique, puisque c'est saoudien, etc., on l'a soupçonné à tort ou à raison qu'elle était plus à tort qu'à raison, parce que cette organisation, elle continue à exister, elle n'a jamais été inquiétée, je dirais, devant les tribunaux. Donc, pour moi, on disait que c'est elle qui alimentait le terrorisme, etc. Et donc, les médias faisaient le parallèle sans se soucier qu'on ait une organisation occidentale et qu'on n'ait pas cette organisation. Ça. Donc, il fallait aller vers les tribunaux pour essayer de trouver la justice qu'on a eue. Puis, on a travaillé durement. Doucement, durement, calmement, auprès des médias, auprès de tout ça, et surtout sur le terrain, pour que les gens constatent qu'on est une organisation digne de respect. Ouais. Et c'est pour cette raison au jour d'aujourd'hui, on est ce qu'on est. C'est par le travail, par la réalité, par cette transparence, et parce qu'on est réellement ce qu'on est. On n'est pas ce qu'on racontait. Et les gens qui racontaient des salades hier sont convaincus aujourd'hui parce qu'ils ont vu la réalité. Mais ça nous a marqué, ça m'a marqué moi, parce que les générations qui sont aujourd'hui là sont en train de vivre une très belle organisation avec une image clairvoyante, ce qui n'était pas le cas au départ. Et ce que je voulais dire à ce stade-là, c'est que ce qu'on a passé en temps et en énergie pour construire cette organisation, parce qu'elle est musulmane, c'est 100 fois plus qu'une organisation qui s'appelle Alpha Beta française pour s'asseoir dans l'environnement humanitaire français. Ouais. Voilà. En tout cas, vous avez su aujourd'hui, c'est incontestable, faire de du Secours Islamique France une organisation, comme vous l'avez dit, reconnue, respectée. Et c'est vrai que quand on s'amuse à poser un petit peu les questions à qui on peut donner, etc., la première chose qui vient dans la bouche d'un musulman, c'est le Secours Islamique France. Vous avez su y apporter une notoriété. Ça aussi, ça a été un travail, une volonté de votre part? Certainement, parce que je pense on avait une ambition. Je peux vous dire une chose, c'est-à-dire que mes déceptions, je les ai rendues positives au Secours Islamique. Mes déceptions par le travail, parfois hasardeux des musulmans. Ouais. Je suis quelqu'un qui critique, qui fait de l'autocritique d'abord. Parce que on a de belles choses. Mais notre réalité, on est maître de notre image. Je me rappelle un président de la République qui nous a fait cette leçon. Vous êtes maître de votre image. Ouais. Et ça m'a marqué. Nous sommes maîtres. C'est-à-dire, c'est à nous de faire l'effort pour améliorer l'image, pour faire savoir ce qu'on fait. Parce qu'il faut faire la chose et la faire bien. Ouais. Et il faut la faire connaître également. Et donc, dès le départ, le Secours Islamique après 5 ans, il s'est doté d'un service de communication. Moi qui sortais de la communication, je savais que la place de la communication, elle est centrale. Ce qui n'était pas acquis au niveau du réseau, au niveau international. Ils n'étaient pas convaincus. Ils étaient convaincus par le tchatch. C'est-à-dire, il fallait pas parler pour avoir. Non, il fallait faire de la communication. Envers les partenaires, envers les journalistes, envers notre communauté. Et c'est quelque chose d'exceptionnel parce que j'ai pris le parallèle d'une entreprise, tout simplement. Pour moi, c'est mon éducation, elle est une éducation d'entreprise, c'est pas une éducation de l'humanitaire. Et ça a réussi, ça a pris. Pourquoi la notoriété? Parce que je pense qu'on le vale bien. Le Secours Islamique, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte l'aide, il essaye de l'apporter de la meilleure façon. Sur le terrain et en France, c'est-à-dire dans le monde et en France. Et donc, il est tout à fait normal que les acteurs du Secours Islamique, c'est-à-dire ces travailleurs, ces employés, ces bénévoles, ces donateurs, aient le retour de leur investissement. Ils le font peut-être avec le cœur, peut-être ils le font par conviction religieuse, très très bien, mais ils ont le droit. Je me rappelle quand les gens nous téléphonaient, nos donateurs frustrés, quand ils voient une émission à la télé, sur par exemple le tsunami, et ils ne voient pas le nom du Secours Islamique, ils peuvent se poser la question, ou bien nous sommes des voleurs, parce qu'on n'apparaît pas, c'est que, comment ça se fait que vous n'apparaissez pas? C'est que vous êtes des voleurs, vous ne travaillez pas. Ou bien la frustration de dire on est dans l'injustice. Comment ça se fait que le Secours Islamique qui fait autant de travail ne l'ait pas démontré? Donc nous on a pris la chose pour dire on va reverser la vapeur. Et ça, c'est ça. La notoriété, c'est elle qui vous permet d'apparaître partout, et d'avoir le respect de partout. Et d'avoir partout le respect et tout ça ramène que vous avez plus de moyens. Et ça veut dire quoi en conséquence? C'est ça le plus important. Ouais. Moi, je vis pour les bénéficiaires. Par conséquent, si j'ai plus de moyens, je peux aider plus de personnes. Moi, pour moi, le plus grand crime, c'est la pauvreté. Si je pouvais combattre la pauvreté, je la combattrais par tous les moyens. Je la combats par les moyens possibles. Et je me rappelle ça, je m'inspire.
je m'inspire d'un grand compagnon du prophète qui dit que si la pauvreté était un être humain, je l'aurais combattu avec mon épée. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux, plus frappant. Comment à ce moment-là on peut associer le prosélytisme à l'action humanitaire? C'est un deuxième crime. Quelqu'un qui souffre, qui est dans la vulnérabilité, il n'a qu'un seul droit de notre part, c'est de lui donner de quoi subvenir. Il est impensable pour un croyant comme moi d'utiliser la misère, la fragilité de quelqu'un pour lui transmettre un message quelconque que de l'aider. Après, parce que le parcours religieux, c'est un parcours personnel. Quand je vous ai raconté qu'à 23 ans, j'ai commencé à connaître le sens de la chose. Pour connaître le sens de la religion, on doit être apaisé. On ne doit pas avoir faim. On ne doit pas être dans la misère. On doit être quelqu'un de stable, réfléchi, pour pouvoir étudier d'une manière, je dirais, logique. Et sinon, si on est... C'est comme un proverbe dit, le juge ne doit pas être en colère pour juger. Si il est en colère, il va influencer. S'il a faim, il dira, je vais juger rapidement parce que j'ai faim. Non, il doit être équilibré. Un être humain, pour qu'il choisisse ce qu'il veut être, musulman, chrétien, ou rien du tout, il doit être réfléchi. Quand on est dans la misère, vous me dites devenez, je sais pas, je deviendrai, donnez-moi à manger, je deviendrai ce que vous voulez. Donc il est abominable d'utiliser la misère pour essayer de transmettre un autre message. Vous avez d'ailleurs très bien accueilli. Je vous en remercie, monsieur Lahlou, Alors, président, bien sûr, comme fondateur du Secours Islamique, pour son ramadan aujourd'hui. Et donc, on invite tous les auditeurs et auditrices pour la Zakat al-Fitr à se rapprocher du Secours Islamique pour les aider à poursuivre donc leurs différents combats pour faire cesser, c'est un maigre mot, mais cesser amenuire peut-être la pauvreté et peut-être apporter aussi, surtout, de la chaleur humaine par des repas servis, par de l'aide apportée à ceux qui en ont évidemment besoin. Nous sommes ici avec tout le confort nécessaire. Nous pouvons vivre notre ramadan dans de très bonnes conditions, malgré que nous ne soyons pas dans des pays musulmans. Mais on peut dire que le ramadan aussi en France a quand même une certaine saveur. Aujourd'hui, ça sent le ramadan lorsqu'il arrive en France. Je vous en remercie de nous avoir accueillis et puis on salue ici toute l'équipe formidable du Secours Islamique du côté de Massy. Merci beaucoup monsieur Lahlou, très belle rencontre, très belle émission de radio et j'espère que les auditeurs ont aussi apprécié cette rencontre. Monsieur Lahlou, président fondateur du Secours Islamique, qui nous a fait l'amitié de nous recevoir. Merci à tout le monde, merci à vos auditeurs. À très bientôt.